Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Remerciements. Nous adressons nos remerciements à l'Institut d'études avancées et à la Fondation de l'Université de Cergy-Pontoise. Nous remercions également les éditions EME, la direction des cahiers de linguistique et Philippe Blanchet tout particulièrement. Cet ouvrage a pu voir le jour grâce au mécénat privé et à des entreprises qui ont accepté de soutenir et de financer des recherches en sociolinguistique. Nous souhaitons donc ici remercier tout particulièrement Muriel Marciailly-Giraud et Philippe Bucheton de la société Blicker, et Claude Osset de A2CS Conseil. Thierry Bulot, Isabelle Boyer, Marie-Madeleine Bertucci. Présentation. Thierry Bulot, Isabelle Boyer, Marie-Madeleine Bertucci. Ce recueil est le second volume des actes des 8e Journées internationales de sociolinguistique urbaine, qui se sont tenues en juin 2014 à l'Université de Cergy-Pontoise. Les Journées internationales de sociolinguistique urbaine poursuivent depuis 1999 l'ambition théorique et méthodologique de couvrir le champ urbain sous le double rapport de l'espace et des langues. Elles expriment la nécessité de confronter des points de vue scientifiques et méthodologiques sur des thèmes et des concepts relevant de l'urbanité, de l'urbanisation linguistique, et plus largement de tout fait sociolinguistique de dominance induit du modèle culturel urbain. Les pratiques langagières dénominatives constituent un des éléments essentiels pour comprendre les phénomènes liés à la migration, et ainsi de tenter d'analyser quels sont les processus émergents dans les rapports complexes à l'altérité. Elles permettent, comme le déclare Thierry Bulot, de percevoir en quoi les espaces urbains de référence se constituent en normes non seulement socio-spatiales mais encore en vecteurs-facteurs des normes langagières, et partant des processus discriminatoires, des dynamiques comparées de frontiérisation, 2013/7. Dans la lignée de la précédente parution, dont un compte-rendu est proposé par Marie-Madeleine Bertucci, à l'ouverture du présent volume, les contributions réunies ici se proposent de tenter de déterminer les relations complexes entre les scissions présentes dans les contextes urbains et les situations de précarisation langagière. Le numéro se composera de 2 parties. La première sera consacrée au marquage linguistique des situations de minorité dans les territoires urbains ségrégés. La seconde tentera d'étudier les stratégies mobilitaires des minorités. Dans un premier temps, le marquage linguistique des situations de minorité dans les territoires urbains ségrégés de Windhoek en Namibie est abordé par Gérald Stell. Cet auteur analyse les situations de négociation et de variation linguistique qui illustrent les relations de pouvoir entre les locuteurs dans le cadre d'interactions interethniques. Kaina Djerou, quant à elle, montre ensuite que la décennie noire vécue par la population algéroise a engendré une perception différenciée de l'atteinte terroriste dans les divers quartiers de cette ville. Les paroles des sujets interrogés décrivent une ségrégation entre les quartiers résidentiels bénéficiant d'une protection efficace et ceux discriminés car considérés comme étant le berceau du mouvement terroriste. La situation politique a alors trouvé un écho dans l'usage langagier et la promotion de l'arabe classique. Les auteurs d'ES s'accordent pour considérer que la diversité des pratiques langagières est en lien étroit avec la structuration de l'espace urbain, avec sa complexité et qu'elle impacte les mutations qui s'y déroulent. Maria Moukina s'intéresse à la jeune génération au travers de l'analyse de la place des vannes dans l'univers social de jeunes issus de l'immigration et vivant en région parisienne. Les insultes rituelles sont perçues par les sujets interrogés comme un moyen de distraction entre pairs et uniquement entre pairs, ce qui implique un changement de registre langagier suivant l'interlocuteur. La seconde partie de ce volume se propose de traiter des stratégies mobilitaires et des minorités. Poursuivant sa réflexion à propos de la discrimination sociolinguistique et des précarisations langagières, Thierry Bulot présente les résultats issus d'une enquête menée à Rennes. Ses conclusions montrent que les évaluations patronymiques sont spatialisées, mais également souligne que ces pratiques discursives peuvent conduire à une précarisation langagière. Cette discrimination linguistique est également présente dans le milieu carcéral, où un rapport de domination surveillant détenus est observable. Ainsi, le texte de Nolwenn Troel-Sauton démontre l'existence de processus discursifs de normalisation lors des interactions entre les 2 populations carcérales précédemment citées,
qui contribuent à instaurer des rapports de domination entre les deux et qui influencent la parole des détenus même après leur libération. Le discours des anciens détenus EES traduit l'enjeu fondamental qui est pour le sujet de se réapproprier sa dignité et son autonomie. Marquage linguistique des situations de minorité dans les territoires urbains ségrégués. Diasporisation sociolinguistique et précarité. Discrimination S et mobilité S. Marie-Madeleine Bertucci. Université de Cergy-Pontoise. Les Journées internationales de sociolinguistique urbaine constituent un réseau informel créé en 1999 et piloté par Thierry Bulot. Depuis cette date, les JISU sont le lieu d'un questionnement sur l'urbanité langagière dans une perspective sociolinguistique ouverte au dialogue interdisciplinaire. La 8e session des JISU a visé à poursuivre dans la même perspective sociolinguistique, ouverte à l'interdisciplinarité, la réflexion sur l'urbanité langagière. Elle a cherché à prolonger les débats engagés précédemment sur les phénomènes de mobilité, en s'attachant à mettre en évidence les corrélations complexes qui existent entre les espaces urbains diasporiques, les phénomènes de discrimination des situations plurilingues à l'œuvre dans ces espaces de référence et la précarisation des langues qui en résultent. En d'autres termes, l'objectif a été d'approfondir la compréhension, tant par les acteurs sociaux que par les chercheurs, des tensions socio-spatiales inter- et intracommunautaires à travers leurs manifestations discursives. Ont été plus particulièrement mises en évidence les conséquences des diverses formes de mobilité, et en particulier des phénomènes de migration sur la diasporisation des langues et la précarisation des pratiques langagières. La publication des actes du colloque se fait en 2 temps. Un premier volume a été publié en juin 2014, c'est celui dont on va rendre compte dans les lignes qui suivent. Un second le prolonge. Ce second volume est constitué des articles qui figurent dans le présent numéro. Les 8e JISU ont permis d'aborder un certain nombre de notions relatives à des problématiques du monde contemporain, notamment les relations de domination et les processus de discrimination qu'elles suscitent, les situations de précarité et les processus de précarisation, en les arrimant à des contextes non hexagonaux, à partir d'une architecture notionnelle large, puisant dans la littérature scientifique anglo-saxonne, hispanique et dans le cadre théorique général de la sociolinguistique urbaine. On retiendra, pour mettre en évidence les enjeux conceptuels de la session, 4 notions, qui paraissent exprimer particulièrement bien les tensions contemporaines, dont s'est saisie la session 2014 des JISU. Il s'agit des notions de diasporisation sociolinguistique, de néo-communauté, des processus de domination dans l'espace urbain, et de leurs manifestations langagières. Cette dernière notion sera subdivisée en 2 sections, les sous-cultures juvéniles, l'inscription langagière dans la toponymie urbaine des rapports de domination. À ces 4 notions s'adjoint celle transversale de réseau. La fluidité et la remise en question de l'espace qu'il suscite ont parcouru le colloque. Elle en a été un des fils conducteurs, tout comme les marqueurs privilégiés que constituent la variation et le plurilinguisme, qui servent d'entrée pour aborder et comprendre les problèmes posés aux sociétés modernes par la diversité linguistique et culturelle. Ces notions seront traitées successivement au cours des lignes qui suivent. Elles permettront d'aborder les textes dans lesquels elles sont élaborées. Dans un dernier point intitulé « Regards interdisciplinaires », on restituera le contenu de 2 textes qui proposent une approche oblique de ces notions. Ces textes sont proposés par un chercheur en acoustique et une spécialiste de l'aménagement. Leur présence dans ce cadre témoigne de l'interdisciplinarité à l'œuvre au cours de ces journées. La notion de diasporisation sociolinguistique. Centrale dans les JISU 2014, elle a été élaborée notamment par Jackie Simonin, 2010, désormais JS, à propos de l'évolution sociolinguistique de l'île de la Réunion. Ce processus de diasporisation langagière trouve une expression inédite du fait qu'il est largement étayé par les réseaux sociaux et l'usage des TIC. L'utilisation d'Internet, via les réseaux sociaux, modifie la perception des situations d'exil et la relation au pays de départ, qui acquiert de ce fait une dimension déterritorialisée, inscrite dans la mobilité et le flux, Simonin et Bidem. Les réseaux sociaux peuvent être décrits comme de nouveaux espaces identitaires déterritorialisés, à la fois ici et là-bas,
multisite, Ledegen et Simonin 2010. Au cours du colloque, elle a particulièrement été développée par Valentin Feussy, désormais VF, dans sa communication intitulée « Diasporisation, langue et construction identitaire à travers des Cameroun tags ». VF ajoute une dimension anthropologique à la définition de JS et voit la diasporisation comme l'expression d'une nouvelle catégorisation de l'altérité à travers une mise en évidence de l'autodésignation, en tant que communauté expatriée, Feussy 2014 sur 124-125. La diasporisation se traduit par un certain nombre de formes langagières stéréotypées et dotées d'une dimension identitaire. Ces formes expriment à la fois la fragmentation des espaces et la préservation d'une identité camerounaise spécifique dans la diaspora. VF en donne comme exemple les entames des tags, qui ont pour fonction de marquer l'appartenance au pays d'origine par le prisme de l'ethnie, de la ville ou du pays. L'analyse de VF souligne le rôle des réseaux sociaux et montre comment ces derniers participent à la construction et au renforcement des liens communautaires. Ils constituent des plateformes permettant aux acteurs d'interagir et d'échanger leurs ressources matérielles, symboliques et notamment langagières pour rejoindre la perspective des JISU. Cette notion de diasporisation suppose, pour être comprise, de s'adosser à celle de néo-communauté, qui en est le soubassement. Cette dernière est développée dans la communication d'Angel Beltsunegi, Inma Pastor et Eguski Urteaga, réseau linguistique et réseau d'opportunités dans l'espace urbain, le cas des néo-communautés. Les néo-communautés. Angel Beltsunegi, Inma Pastor et Eguski Urteaga, désormais AB, IP et EU, définissent les néo-communautés comme des réseaux de ressources et d'opportunités possédant une dimension linguistique. Ils étudient dans les zones urbaines défavorisées de plusieurs villes catalanes les contacts entre trois communautés: émigrants maghrébins, émigrants latino-américains, catalans autochtones. L'étude a pour objectif d'analyser la perception de l'usage des langues et les possibilités de mobilité sociale qu'offre cet usage. Beltsunegi, Pastor et Urteaga, 2014 sur 98. La recherche met en évidence la fragmentation de l'utilisation des langues selon les situations et les opportunités sociales qu'elle permet. Elle remet en cause l'idée généralement admise que la maîtrise du catalan est un facteur de promotion sociale pour toutes les couches sociales, ibidem. Fondée sur une sociologie de la proximité, Patton 2002, dotée d'une méthodologie s'inscrivant dans le cadre de la recherche qualitative post-expérimentale, Comte Gutiérrez del Alamo, 2009 sur 17, la recherche vise à susciter chez les acteurs sociaux interrogés un regard réflexif sur leurs propres actions, Noël 2010. Cette conception implique que les individus se transforment en co-constructeurs de nouveaux développements, Touraine 2013. La notion de néo-communauté permet de décrire une réalité sociale, apparue avec l'arrivée de vagues successives de populations migrantes, surtout maghrébines, latino-américaines et roumaines, et qui se sont installées dans les quartiers populaires. Ces populations se sont organisées en réseaux au sein desquels elles ont mis en place des dispositifs d'échange de ressources et notamment de coopération linguistique. Beltsunegi, Pastor et Urteaga, 2014 sur 106. L'utilisation d'une langue ou d'une autre permet de tisser des liens au sein de la communauté. Si le partage d'une langue est un facteur de cohésion communautaire interne, il peut être également un facteur de différenciation et au-delà de discrimination, résultant de la hiérarchisation des langues et des relations de domination que cette hiérarchisation suscite. Le catalan et l'espagnol occupent une position prépondérante par rapport à l'arabe, au roumain et aux variantes latino-américaines de l'espagnol, ibidem. 108. Les chercheurs soulignent que la construction nationale de la Catalogne conduit à un renforcement des symboles identitaires, la langue catalane en étant un des emblèmes privilégiés. La maîtrise du catalan est une ressource convoitée, qui permet d'obtenir des ressources permettant d'accéder à des positions sociales enviables, auxquelles il est difficile d'accéder pour des personnes issues de l'immigration. Pour les locuteurs peu ou pas catalophones, la néo-communauté est un espace qui permet de compenser le handicap linguistique et social, que constitue la méconnaissance du catalan et d'acquérir ses ressources par le biais des échanges communautaires en contournant l'obstacle de la langue. L'expression des relations de domination dans l'espace urbain.
Elles sont visibles dans les sous-cultures que développent certains groupes. Le phénomène a été abordé au cours de cette dernière session des JISU, dans sa dimension générationnelle. Stéphanie Fer et Marie Morel, SF et MM, se sont penchés sur les sous-cultures juvéniles urbaines au Cameroun. Plus classiquement, en phase avec un cadre théorique et des méthodologies éprouvées en sociolinguistique urbaine, on peut observer l'effet de ségrégation à travers le découpage linguistique de l'espace urbain. SF et MM renvoient ici aux analyses de Thierry Bulot et Assia Lounissi, 2009, qui ont montré comment les discours contribuent au processus de catégorisation sociale et tendent à assigner certains groupes, identifiés également par leurs pratiques langagières, à certains territoires, participant ainsi à la fabrication de processus de stigmatisation et de discrimination. Les sous-cultures juvéniles, une modalité de gestion par les jeunes des processus de ségrégation. Stéphanie Fer et Marie Morel montrent comment l'argot des jeunes Camerounais, le camfranglais, est l'expression d'une sous-culture juvénile urbaine stigmatisée dans la ville de Yaoundé. Cette dernière a pour cadre un univers social fondé sur l'inégalité et la domination, en particulier dans la négociation permanente avec les forces de l'ordre, de la gestion des illégalismes populaires Foucault 1975, qui se pratique entre arrangement avec la loi, répression et coercition, Fer Morel, 2014/22, sachant que la corruption est analysée par SF et MM comme une forme de pacification de L'. Espace urbain et carcéral, une technique douce de gouvernement ibidem. 35. La communication vise à montrer comment cet argot situe ses locuteurs dans une culture, façonne leur socialisation et suscite l'apparition de normes et de valeurs nées de leur confrontation avec les classes dominantes et les forces de l'ordre. Cette culture est marquée par un contexte de débrouille, de pauvreté, de criminalité, par l'apologie dans les discours, de la ruse et de la force. SF et MM étudient notamment les pratiques langagières ayant cours à la prison centrale de Yaoundé, ibidem. 32. La débrouille a déjà fait l'objet de descriptions dans la littérature scientifique, voir Labov notamment pour la dimension sociolinguistique, 1993. L'apport de SF et de MM est qu'elles mettent en évidence la valorisation par les jeunes de leurs pratiques, la revendication du caractère transgressif de leurs actes, désignés comme étant au fondement des relations qu'ils entretiennent avec le corps social et les forces de l'ordre. Inscription langagière dans la toponymie urbaine des rapports de domination. 3 communications ont mis en évidence, au cours du colloque, les manifestations langagières des rapports de domination dans des contextes variés. L'Algérie pour Aïssa Boussiga et Abdelnour Benazouz, le Québec pour Alena Podorna-Polika et Petra Vaskova. Aïssa Boussiga, Abo, dans sa communication intitulée « Appropriation S des lieux de ville dans le centre-ville d'Alger », entre marqueurs S institutionnels S et dynamique spatio-langagière, s'intéresse à la façon dont les usages des différentes langues en présence à Alger sont visibles dans l'espace urbain et contribuent à l'organisation socio-spatiale de l'espace urbain. Boussiga, 2014/41. Pour mettre en évidence la discursivité socio-spatiale, Abo analyse les attitudes linguistiques et langagières, Bulot et Tsekos, 1999, manifestées par les locuteurs enquêtés à propos de l'odonymie, à savoir le marquage institutionnel des noms de voies, de rues, de chemins. L'odonymie est comprise comme un discours dans et sur l'espace. Les conclusions d'Abo montrent que les informateurs opposent 2 types de quartiers à Alger et partant de langues. Les nouveaux quartiers périphériques sont associés à la langue arabe, alors que le français ou le bilinguisme français-arabe sont attachés aux quartiers plus anciens du centre-ville d'Alger. Au-delà de l'odonymie, l'apport d'Abo réside dans l'intérêt porté à des stratégies d'appropriation communautaire et identitaire des lieux, dotés d'une forte valeur symbolique, voire spirituelle, désignée comme la Houma. Abdelnour Benazouz, Eb, analyse le statut du français dans le quartier résidentiel de la Pépinière à Mostaganem dans une intervention dont le titre est « Le français, langue, refuge pour la stigmatisation urbaine » ou « Quand les mots disent les mots ». La communication est fondée sur la mise en lumière d'un changement de point de vue sur le français, qui de langue proscrite au début de l'indépendance du pays en Benazouz, est devenu un marqueur de distinction sociale, un ascenseur pour le prestige et la reconnaissance sociale, ibidem. Poussant plus loin son analyse, Eb souligne que la maîtrise ou la non-maîtrise du français devient un instrument de discrimination,
puisqu'elle sert à construire des frontières symboliques entre ceux qui maîtrisent le français et les autres, nouvellement installés dans le quartier. Dans le cadre particulier de Mostaganem, cette opposition se construit sur le couple famille citadine anciennement installée dans le quartier de la Pépinière et population issue de l'exode rural, récemment arrivée et perçue par les premières comme une menace. Le malaise des anciennes familles, qui se cristallise à travers une crispation linguistique, résulte de la crainte de leur déclin et de leur perte d'influence ressentie par elles comme inéluctable. La troisième communication de ce triptyque porte sur les imaginaires langagiers et la construction identitaire en milieu plurilingue au Québec. Elle a pour titre « Prolégomène à l'étude des anglicismes néologiques, facteurs diatopiques et précarité langagière chez les jeunes Québécois d'aujourd'hui ». Proposée par Alena Podorna-Polika et Petra Vaskova, APPV, elle souligne que la perception du sentiment d'une menace du français par l'anglais, que la précédente génération percevait fortement, s'est atténuée, sauf chez les jeunes de Montréal, qui considèrent que l'État est insuffisamment protecteur ibidem. 90. Elle s'appuie sur les résultats d'une enquête quantitative menée en 2012 et composée de 668 questionnaires administrés dans 4 villes québécoises, Gatineau, Montréal, Québec, Saint-Gabriel-de-Valcartier. L'objectif est de réévaluer l'attitude des locuteurs enquêtés par rapport aux anglicismes et de voir s'il y a un changement dans les représentations de la jeune génération de Québécois, sachant qu'une large gamme de points de vue se décline à ce sujet, qui va de l'expression chez certains d'une forte insécurité linguistique jusqu'aux déclarations rassurantes des acteurs étatiques. Les chercheurs attribuent ce fait au plurilinguisme montréalais, analysé comme source d'une situation de précarité langagière vécue comme déstabilisante par les locuteurs. Bien que n'apportant pas de conclusion définitive, car l'étude constitue le premier moment d'un travail plus vaste, elle est l'indice d'une évolution des représentations et d'un changement résultant de l'impact de la situation plurilingue à Montréal. Celle-ci modifie la situation binaire rigide opposant le français à l'anglais, en introduisant un troisième pôle émerge, à l'image de la réalité contemporaine dans le débat. Regards interdisciplinaires. Deux communications, plus éloignées des problématiques sociolinguistiques et situées dans une perspective interdisciplinaire, ont clos les débats, portés par un chercheur en acoustique et une spécialiste en aménagement. Ces deux communications ont en commun de s'intéresser à la perception habitante des quartiers précarisés. Philippe Woloschine, PW, dans une communication ayant pour titre « Les hyperpaysages urbains », une approche géographique, sociolangagière et communicationnelle de l'espace sonore urbain, a pour projet de décrire les processus de formation d'images sonores à partir du magma constitué par la trame des bruits produits par l'activité ambiante. Woloschine, 2014 sur 163. La perception cognitive des auditeurs se réalise à la fois sur le plan de la vision et de l'audition. Elle constitue, de ce fait, une forme d'étude complexe car elle est multisensorielle et a aussi partie liée avec l'imaginaire des auditeurs. La perception effective se déploie en effet, également, sur la toile de fond imaginaire d'un environnement sonore idéal, ibidem. 164. Une expérience menée au quartier Malakoff de Nantes a été restituée, lors du colloque. Elle visait à mettre en évidence les représentations sonores des habitants, afin de les amener à projeter un regard réflexif sur les ambiances sonores urbaines de leur quartier. Cette expérience prenait place dans un processus de construction participative du développement durable urbain, tant sur le plan du vécu que sur celui de l'imaginaire. La mise au point d'un outil, désigné comme un générateur d'ambiance sonore, a permis de reconstituer l'ambiance d'un paysage sonore à travers une modalité d'écriture dite hyperpaysagère. Par le biais d'un travail collaboratif de reconstruction ambientale avec les habitants, il a été possible, par le truchement de l'hyperpaysage, de proposer aux habitants d'écouter et d'évaluer leur représentation des bruits urbains. Ces derniers allaient du plus euphonique au plus perturbant. Cette expérience avait pour objet de faire émerger les ressentis et les attendus du cadre vécu, ibidem. 179. Elle visait une construction collective du lien social et de la coaction spatiale d'une urbanité partagée, ibidem, avec les habitants, afin de tenter d'améliorer leur cadre de vie avec eux, dans une démarche collaborative. Elisabeth Auclair, EA,
Dans une communication intitulée « Diversité culturelle, droit culturel, atouts et ambiguïté des nouveaux concepts mobilisés dans les quartiers », s'intéresse aux deux notions de diversité culturelle et de droit culturel, dont elle montre qu'elles constituent un nouveau cadre de référence pour les politiques culturelles, depuis la Convention de l'UNESCO de 2005 et la Déclaration de Fribourg de 2007. Ce nouveau cadre de référence résulte de l'évolution du principe de démocratisation de la culture, destiné à favoriser le vivre ensemble, dans les quartiers, Auclair, 2014 sur 146. EA, retraçant l'histoire des politiques culturelles, met en évidence l'évolution d'une conception fondée sur la mise en place et le partage de valeurs communes, esthétiques, artistiques et culturelles, et la confiance en leur universalité, ibidem. 147. Cette première conception s'est transformée en une action culturelle, fondée sur la participation des habitants, ibidem. 149. L'action culturelle s'inscrit dans les dispositifs et outils de la politique de la ville, laquelle vise à contrecarrer les processus de ségrégation à l'œuvre dans ces quartiers. EA souligne que ce changement d'approche a eu pour conséquence de valoriser la diversité et de promouvoir une approche interculturelle, ibidem. 151. Elle s'interroge sur le fait de savoir s'il est possible de mettre en valeur et de partager un patrimoine culturel commun, tout en promouvant la diversité au nom des droits culturels, lesquels induisent un risque de valorisation des particularismes et de repli voire de crispation identitaire, au détriment de la culture commune. Sans trancher, mais en invoquant la nécessité de favoriser l'intégration de populations issues de l'immigration, porteuses de traits culturels hétérogènes, EA conclut en invoquant une nécessaire créolisation, Glissant 1993, allant vers le métissage, l'hybridation des cultures et vers la reconnaissance de l'altérité et la mise en commun de valeurs collectives. Pour aller plus loin, les pratiques langagières, évoquées lors de cette 8e session des JISU, et les... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.